Bonjour, on commence aujourd'hui par le premier cours de la sémiologie neurologique. Faisons d'abord un rappel anatomique. Dans la systématisation de la moelle, on a fait les voies ascendantes sensitives qui arrivent au niveau de la corne dorsale et les voies descendantes motrices qui arrivent au niveau de la corne ventrale. Les voies descendantes motrices en elles-mêmes sont constituées de deux voies, la voie pyramidale et la voie extrapyramidale. La voie pyramidale est une voie de la motricité volontaire du muscle strié, qui est notre sujet d'aujourd'hui. La voie extrapyramidale est une voie de la motricité automatique. Mais n'oublions pas qu'elle a un rôle dans le contrôle de la posture en inhibant les muscles extenseurs. Donc, on commence par le premier élément qui est la motricité. C'est quoi une motricité? Une motricité est un ensemble de fonctions qui assurent un mouvement. Pour assurer ce dernier, on a besoin d'une série de conditions. Quelles sont ces conditions? Les conditions, quand vous voyez dans le schéma, je les ai dessinées. On a d'abord les organes d'exécution qui sont bas situés quand vous voyez le muscle et le motoneurone périphérique ou le deuxième neurone. Les organes de commande qui sont les aires corticales motrices, dans le cortex cérébral bien sûr, et les voies qui en sont issues, à savoir le faisceau pyramidal ou le faisceau central. On a aussi les structures extrapyramidales, comme je vous ai dit, ils ont un rôle dans l'ajustement du tonus postural en mouvement volontaire. Donc passons maintenant à la force musculaire. Pour évaluer une force musculaire ou la révéler un déficit moteur, on doit faire un examen physique. L'examen, il se fait de façon bilatérale ou symétrique, bien sûr, pour comparer, qui met de la gastrologie. Donc, on a deux types d'atteinte, soit centrale, soit périphérique. L'atteinte centrale, ça peut se manifester par une parésie. Parésie, c'est la diminution de la force musculaire. Ou la paralysie, perte de la force musculaire. Paralysie, il y a plusieurs types. Il y a hémiplégie, un côté le corps, soit droit, soit gauche. Il y a la monoplégie, paralysie de un membre. Il y a la tétraplégie, paralysie de les 4 membres. Ou il y a la paraplégie, la paralysie des 2 membres inférieurs. Donc, l'atteinte centrale, soit elle va toucher le membre supérieur, soit elle va toucher le membre inférieur. Si elle touche le membre supérieur, dirons la manœuvre de Barré. Vous allez voir la vidéo suivante. Donc, on a les bras tendus à l'horizontale, les paumes vers le haut. En cas de déficit, qui a un problème, on va voir la chute lente de le membre atteint, soit le droit, soit le gauche. Si elle touche le membre inférieur, on applique la manœuvre de Mangasini. Qui m'a dit aussi la vidéo suivante. Le sujet sur le dos, cuisses et jambes fléchies à angle droit, 90 degrés. En cas d'atteinte, نشوفوا la chute تاع genre il كان عنده une atteinte droite par exemple يكون رجله تقعد تهود le côté droit يقعد يهود progressivement. وهاد les paralysies ما يتوشيوش le cou ou le tronc ou le diaphragme, la langue et le larynx. Même si يكون عندنا un problème, يكون عندنا un déficit moteur, ça va pas toucher هاد les muscles اللي قلتهم déjà. Donc, elle dit que c'était concernant l'atteinte centrale. L'atteinte périphérique, on va dire une échelle de cotation. C'est quoi une échelle de cotation? Comme vous voyez dans la photo, on va examiner le patient, on va noter de 0 à 5. De la 0, s'il n'y a pas de contraction, il n'y a carrément pas de contraction. 1 point, s'il y a une contraction visible, mais pas de déplacement. Genre, quand tu vois pas de déplacement. Par contre, tu trouves qu'il y a quand même une contraction. Le phénomène, il s'appelle la fasciculation. Je vous à l'inspection. Mais d'où les 2 points, si le mouvement est possible, bla mais un poids firjla. Mais d'où les 3 points, si le mouvement est malgré qu'il refait un poids. C'est-à-dire qu'il y a une pesanteur, ou il arrive à faire le mouvement. Mais d'où les 4 points, s'il arrive à faire le mouvement contre la pesanteur, c'est-à-dire qu'il a un poids firjla, il arrive à faire le mouvement ou qu'il y a une contre-résistance, c'est-à-dire même si il a le poids firjla, ou quand même il arrive à garder la position. Il garde la chouïa, mais après il a chute. Après il a tout les mais d'où les 5 points, si la force elle est normale, c'est-à-dire, dire un poids, il arrive à faire le mouvement, وكاينه une résistance totale, c'est-à-dire يقد يقعد مطلع رجله شحال ما demande على l'examinateur. Donc هذا هو l'échelle, هذه هي l'échelle de cotation. ولا نسميوها تاني le testing. Après avoir
fait l'échelle de cotation. Après avoir évalué l'atteinte périphérique, maintenant je vois si elle est proximale ou là elle est distale. Si elle est proximale, c'est-à-dire elle touche les muscles proximaux, les membres. Par exemple, les muscles dans le bras ou les muscles dans la cuisse, c'est des proximaux. هنايا كي نشوفوا l'atteinte elle est proximale, on s'oriente généralement vers une atteinte myogène. نسميوها la myopathie proximale. وكي تكون associée à plusieurs symptômes, نسميوه le syndrome myogène périphérique. Par contre, qui تكون l'atteinte périphérique, elle touche les muscles distaux, c'est-à-dire les muscles distaux, les extrémités des membres, par exemple le pied, la main, les jambes, l'avant-bras, هادو des muscles distaux. هنايا on s'oriente généralement vers une atteinte neurogène. On سميوها la neuropathie distale. Donc l'autre c'était la myopathie proximale, pardon, ou هادي la neuropathie distale. Ou l'exemple le plus connu c'est la neuropathie diabétique qui touche le pied. Donc la neuropathie, quand elle s'associe à plusieurs symptômes, par exemple le patient يقول لك راني نحس رجليا تنمل ولا يقول لك راني نحس comme si دايرين لي انستيزي, genre la sensation تاع l'anesthésie locale اللي نديروها عند le dentiste. كي يكونوا كاع هاد les symptômes نسميوه le syndrome neurogène périphérique. On passe au troisième élément qui est le tonus. Le tonus, par définition, est toute contraction permanente du muscle, qui existe même à l'état de sommeil. En fait, c'est ce qui fait la différence entre le sommeil et le coma. Ce tonus est contrôlé par des influences suprasegmentaires, c'est-à-dire les structures qui sont situées sous la moelle épinière. On a les voies activatrices qui sont les voies cérébelleuses, cervelées, ou on a les voies inhibitrices qui sont les voies pyramidales et extrapyramidales, c'est-à-dire le cortex cérébral. Donc, le tonus est commandé par le cervelet et le cerveau. Donc, je vais examiner le tonus, soit en position debout. Je demande au sujet d'être en position debout, on chauffe la tête, le tronc et les membres. Soit le tonus dans le repos, et qu'on le sujet couché en relâchement complet. Je vais d'abord examiner son extensibilité, c'est-à-dire, comme examinateur, je vais essayer de mobiliser une des articulations des membres. Par exemple, j'ai pris comme exemple l'angle poplitaire de le nourrisson de 18 mois. Donc, le nourrisson, normalement, l'angle poplité, il est 180 degrés. Je vais essayer, je vais ouvrir les jambes sur les cuisses. Il a, قبل ما نوصل 180 degrés, حسيت بلي كاين une résistance ou ça je peux plus ouvrir هذيك l'articulation, معناتها راه كاين un problème. Mais aussi au contraire, إلا كان حليتها حتى 180 degrés وما حسيت aucune résistance وقديت نزيد نحلها فوق 180 degrés, معناتها aussi راه كاين un problème. Donc, on comprend bien que l'extensibilité, c'est la mobilisation des articulations des membres pour apprécier la résistance qui, normalement, doit être perçue. On passe maintenant à la passivité. Donc, la passivité, comme vous voyez dans cette vidéo, c'est l'appréciation du ballon de la main en secouant les avant-bras. Donc, quand je vais secouer les avant-bras, je vais quand même voir qu'il y a un ballon de la main. Ou technique, pour le membre inférieur, quand je vais essayer de faire de secouer, je vais voir qu'il y a un mouvement de rotation de la jambe. Une autre manœuvre pour évaluer le tonus, c'est la manœuvre de Stewart. Donc, le patient, il va se mettre dans la position de la flexion de l'avant-bras, comme vous voyez dans la photo, ou vous allez voir aussi dans la vidéo, où le médecin va déchirer l'avant-bras pour s'opposer à la flexion. Une fois le médecin, il l'avant-bras ou la main, genre à toucher le thorax. C'est la manœuvre de Stewart. Mais normalement, le cas normal, fait de la manœuvre de Stewart, normalement, mais couche a l'avant-bras qui vient heurter le thorax. D'accord. Adna tani les réflexes de posture. Les réflexes de posture, ce sont quoi? Tout simplement, qui ngolo تمدد العضلة استجابة لتقلصها ولا le contraire. تقلص العضلة استجابة لتمددها. Donc, حنا غادي نديرو تمدد تاع l'avant-bras. Qu'est-ce qu'on va percevoir? On va percevoir تقلص تاع البيسبس. Donc, la flexion de l'avant-bras تمدنا la contraction du biceps. ونشوفوه par la palpation du tendon. Qui تكون un muscle contracté, on peut palper son tendon facilement. Hadi pour le membre supérieur. Pour le membre inférieur, comme vous voyez dans la photo, qui ndirou la flexion
dorsale passive du pied, نشوفوا la saillie تاع le tendon bicipital antérieur parce que la flexion dorsale passive تاع le pied تبدلنا une contraction تاع la loge antérolatérale de la jambe. On passe maintenant au trouble du tonus, pardon. Donc, عندنا les hypotonies وعندنا les hypertonies. Pour ce qui est hypotonie, اللي هضرنا عليها قبيله وقلت لكم كي نحلوا l'articulation l'angle poplité عند le nourrisson تاع 18 mois نحلوها حتى 180 degrés و y a aucune résistance. نقدروا même نحلوها plus. هذه c'est une hypotonie. C'est quoi une hypotonie? C'est la diminution تاع le tonus musculaire, c'est-à-dire absence totale de résistance à la mobilisation passive du muscle. Le muscle يكون très extensible ou يكون flasque, c'est-à-dire non élastique, pardon. Donc, l'origine de les hypotonies, on a l'origine périphérique ou on a les origines centrales. Pour ce qui est origine périphérique, on a interruption de l'arc réflexe au niveau de son trajet. C'est-à-dire la commande centrale, par contre, il y a un syndrome périphérique. C'est-à-dire que la périphérie, il y a un problème. Il y a, comme le muscle, très extensible ou très flasque. Donc, pour ce qui est hypotonie centrale, on a deux types d'hypotonie centrale parce qu'on a deux types de commandes. On a la commande dans le cortex cérébral ou on a la commande dans le cervelet. Donc, quitte qu'on l'atteinte le cerveau, on a des lésions pyramidales aiguës, les AVC ou l'abolition des réflexes ostéotendineux, qui va être remplacée par une hypertonie. Ou on a les lésions cérébelleuses, qui confirment exagération de la passivité. Donc, passons aux hypertonies qui sont toujours d'origine centrale. Une hypertonie, par définition, est une augmentation de la résistance du muscle strié suite à son allongement passif. Je vais reprendre l'exemple de l'angle poplité chez le nourrisson de 18 mois. Quand je vais essayer d'ouvrir l'articulation, avant d'atteindre 180 degrés, je vais qu'il y a une résistance ou que je ne peux plus ouvrir l'articulation. C'est-à-dire, le muscle il est très résistant. Comme je vous ai déjà dit, elles sont toujours d'origine centrale. L'origine centrale, on a deux types. On a l'atteinte pyramidale, ou spastique ou élastique, c'est-à-dire, plus on étend ou on fléchit le bras, plus la résistance augmente. Et je vais essayer de mobiliser l'articulation, du coude par exemple. Plus on mobiliser fiha, plus on fiha, plus la résistance va tzid. Une fois j'arrête, une fois je libère le membre, je libère le bras, il va reprendre sa position initiale, sans aucun problème. D'accord. Nous jouons la deuxième atteinte. La deuxième atteinte, l'atteinte extrapyramidale. Elle est caractéristique de la maladie de Parkinson. Elle est caractérisée par une rigidité. C'est-à-dire, je vais faire la même chose, qui m'a fait le premier. Je vais mobiliser l'articulation de le coude. Ça, je mobilise, parce qu'il y a une résistance, la même chose. Une fois j'arrête, le membre, il ne va pas reprendre sa position initiale. Il y a une exagération des réflexes de posture. Donc, elle est décrite comme étant une rigidité en tuyau de plomb. Le tuyau de plomb, qui bouge, le blasta initial. Il n'est pas élastique. Donc, باش نعرفوها هذه نعرفوها بلا manœuvre de Froment. C'est quoi la manœuvre de Froment? أنا comme examinateur غادي نمد le patient تاعي une feuille ونقول له شدها. أنا je vais essayer de lui tirer هذيك la feuille. إلا قديت نقلعها له ميده دونك هو اش غادي يدير؟ غادي يدير لو بوس تاعه يشدها هكا بلو بوس والاندكس. أنا je vais essayer نجبدها. إلا قديت نجبدها c'est-à-dire le signe de Froment راه positif. Par contre, إلا ما قديتش معناتها راه négatif. بصح كاين une autre situation. Il va essayer هو أنا نجبد الورقة هو il va essayer de compenser par une flexion تاع le pouce, c'est-à-dire غادي يطلع le pouce تاعه ويزير على الورقة. هنايا c'est vrai il arrive باش انا ما نقدرش نجبد لهذيك الورقه من يده mais quand même le signe il est positif. وكاين ثاني le signe de la roue dentée. هذا le signe de la roue dentée انا je vais essayer de faire genre de mobiliser l'articulation تاع le poignet عند هذا le parkinsonien ولا كي نموبيليزيها نحس qu'il y a une rigidité comme vous voyez dans la vidéo. Il nous reste le dernier élément qui est la marche. La marche est commandée par des systèmes neurologiques, mais aussi par des systèmes non neurologiques. Là, on va s'intéresser au système neurologique. Donc, on va examiner la marche sur deux étapes, si vous voulez. La première étape, l'examinateur, il va tracer une ligne droite sur le sol,
il demande au patient de marcher. J'ai un patient, دير هذيك la ligne droite تقول له تمشى و en même temps راك تشوف est-ce que la marche تاعه elle est rectiligne, تشوف est-ce que راه يتبع هذيك la ligne droite, est-ce qu'il peut faire le demi-tour facilement ولا par contre décomposé, وتشوف تاني est-ce qu'il y a un ballon automatique des bras, c'est-à-dire حنا كي نتمشاو يدينا ما يقعدوش حابسين genre كاين quand même هذاك le va-et-vient هكا léger تاع la main تاع les bras, هذاك تاني on doit le voir في la marche normale. Ou deuxièmement, on va examiner la marche sur les talons. Qui le patient غادي تقول له تمشى sur les talons تاعك. Le fait اللي واحد يتمشى على les talons تاعه, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer la contraction تاع la loge antérolatérale تاع la jambe. Vous voyez? شغل تخيلوها هكا كي واحد يدير les talons تاعه غادي automatiquement la loge antérolatérale تاع la jambe دير لنا une contraction. Par contre, la marche sur la pointe des pieds, c'est-à-dire يتمشى على صبعيه, qu'est-ce qu'elle va provoquer de la marche? غادي دير لنا la contraction تاع les muscles de la loge postérieure de la jambe. وهكا نكونوا examinéنا la loge antérolatérale ou la loge postérieure de la jambe. On a différents troubles qui sont liés à la marche. Premièrement, on va parler du fauchage. Le fauchage, c'est une marche spastique. Qui tu le patient تاعك يتمشى, tu vas quand même remarquer qu'il y a un manque de souplesse du membre inférieur. Le membre inférieur, il est raide, comme vous voyez dans la vidéo suivante. Et c'est une démarche plutôt d'origine centrale pyramidale, c'est-à-dire, elle fait partie du syndrome pyramidal. En fait, tout ce qui est central, soit on le syndrome pyramidal, soit par contre, qu'il y a le syndrome extra-pyramidal. La deuxième démarche, c'est le steppage. Donc le steppage, à chaque pas, tu vois le patient تاعك, il relève très haut la jambe ou le genou pour ne pas toucher le sol avec la pointe des pieds. C'est une démarche d'origine périphérique neurogène, c'est-à-dire, elle rentre le syndrome périphérique, comme vous voyez dans la vidéo. La troisième et la dernière démarche, c'est la démarche ébrieuse ou la marche cérébelleuse. Cette démarche, elle est en rapport avec un problème d'équilibre. On sait très bien que tout ce qui est en rapport avec l'équilibre, c'est soit l'appareil vestibulaire de l'oreille interne, soit le cervelet. Cette démarche, comme vous voyez dans la vidéo, le patient qui يتمشى en écartant ses jambes. On dirait qu'il est en état d'ivresse alcoolique. Ou qui il va écarter ses jambes, il va écarter aussi le polygone de sustentation. Donc, les démarches, les problèmes de la marche. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.